Le groupement de la gendarmerie d'Anna-la-Mangue a mis la main sur un groupe de 6 hommes ayant fomenté une tentative d'attentat contre le secrétaire d'État à la gendarmerie. L'examen du CEPE s'est déroulé sans encombre dans l'ensemble du territoire, selon le ministère de l'Éducation. Le nombre de contaminations au coronavirus devrait encore augmenter pendant 2 semaines en Indonésie avant de diminuer sous l'effet des mesures de restriction imposées à quelques 100 millions d'habitants, a déclaré le gouvernement indonésien. Jery Canal Plus mandritra ny 500 andro be zao ve ianao? Ataovana ry abonnement dia miala voly miaraka amin'ireo chaîne be dia be ao amin'ny bouquet Canal Plus. Les bouquets Canal Plus. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal en version française sur Cool TV. À la une de l'actualité, le groupement de la gendarmerie d'Anna-la-Mangue a mis la main sur un groupe de 6 hommes ayant fomenté une tentative d'attentat contre le secrétaire d'État à la gendarmerie. Par ailleurs, 4 autres individus prévoyant de braquer un opérateur économique de la capitale ont également été appréhendés. Reportage de Henri Florian. Selon le rapport de la gendarmerie nationale, le groupe d'individus derrière la tentative d'attentat à l'encontre du secrétaire d'État à la gendarmerie a été arrêté. L'enquête a été menée conjointement par le groupement de la gendarmerie d'Anna-la-Mangue et la section de la recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Un groupe de personnes récidivistes, pour la plupart, ont eu l'intention d'assassiner des hauts responsables d'État, dont le secrétaire d'État à la gendarmerie. Nous avons alors pris toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter l'attentat pour que tous les citoyens puissent fêter l'indépendance en paix. C'est dans ce contexte-là que nous avons attrapé les 6 hommes liés de près à ces méfaits. Des armes à feu ont été saisies durant l'arrestation selon les informations reçues de la gendarmerie nationale. Lors de l'arrestation à Andjundakil, nous sommes tombés sur ces 2 armes à feu, accompagnées de quelques balles. Les armes étaient déjà chargées. On peut dire qu'ils étaient déjà prêts à passer à l'acte. Sur les 6 arrêtés, l'un était gendarme. Nous avons perquisitionné toutes leurs possessions jusqu'à leur compte bancaire. Ceci afin d'approfondir l'enquête et de déterminer s'il y a eu un commanditaire et s'il y a eu d'autres complices. Par ailleurs, les forces de l'ordre ont également arrêté 4 individus ayant eu l'intention de braquer un opérateur économique de la capitale. L'un des contrevenants se faisait passer pour un membre de la gendarmerie. Un autre fait porté à notre attention fait état d'une bombe artisanale. C'est une arme meurtrière faite pour nuire à un opérateur économique de la capitale. Nous avons attrapé le responsable. L'enquête nous a menés à ses complices, ainsi qu'à la personne ayant fabriqué la bombe et des papiers remplis de menaces de meurtre. Nous avons aussi découvert la participation d'un individu se faisant passer pour un gendarme avec les papiers et l'insigne. Ce sont évidemment des faux. Ces derniers sont passés aujourd'hui devant la justice. Et comme annoncé dans les titres, l'examen du CEPE s'est déroulé sans encombre dans l'ensemble du territoire. Selon le ministère de l'Éducation nationale, l'organisation de la session a été jugée satisfaisante et les gestes barrières ont été correctement appliqués. La correction des copies commencera dès aujourd'hui. Reportage de Tjur Ranjamanan.
Comme annoncé, les centres d'examen ont ouvert leurs portes dès 7 heures du matin ce jour lors de la session du CEPE de cette année. L'appel a commencé 30 minutes plus tard. Les candidats ont présenté leur carte d'identité scolaire et leur convocation avant de rejoindre leurs places respectives. De même que l'année dernière, le respect des gestes barrières a été effectif. La distanciation sociale et le port du masque font partie des dispositifs rendus obligatoires, de même que le lavage des mains. Comme chaque année, de nombreux parents sont venus accompagner leurs enfants pour leur premier examen officiel. Nous habitons assez loin, à Andoutapinak. Nous nous sommes mis en route à 6 heures. Nous n'avons pas pris de disposition spéciale. Je l'ai accompagné, puis je passerai le prendre. Il a déjà son déjeuner avec lui. Pour ne pas de stresser, il vaut mieux le laisser tranquille. Nous n'avons rien préparé de spécial. Nous lui avons juste fait faire des révisions. Nous habitons dans le quartier. Nous avons vérifié et repéré sa place dimanche. Je prévois de l'attendre ici ou à l'extérieur. C'est selon, nous avons aussi renouvelé ses fournitures pour parer aux imprévus. L'examen en lui-même n'a commencé qu'à 8 heures avec l'épreuve des opérations mathématiques. À l'EPP d'Ambudensouch, 11 salles ont été préparées pour recevoir 771 candidats au CEPE avec 43 personnes par salle. Par ailleurs, des dispositifs ont aussi été pris pour les candidats ayant oublié ou égaré leur convocation. Les sujets d'examen sont arrivés à temps, tout comme les candidats. Là, il est presque 8 heures et tous les candidats sont déjà gagnés leur salle. Ceux qui ont perdu leur convocation n'ont qu'à s'adresser au chef du centre, mais ce n'est pas arrivé. Plus généralement, le ministère de l'Éducation n'a rapporté aucun incident dans l'ensemble du territoire. Il a également été annoncé que la correction des copies commencera aujourd'hui même. Le CEPE s'est passé conformément à nos préparatifs. À 7h30, les enveloppes scellées contenant les sujets par matière ont été comptées. Il n'y a pas eu d'erreur. Même si la correction commence aujourd'hui, la date de sortie des résultats sera communiquée ultérieurement par le ministère. Lors de cette session, 546 365 candidats se sont inscrits à l'examen, dont le plus âgé, localisé à Touamassen, est de 51 ans. Et le ministère de l'Éducation nationale affirme être déjà en plein redressement du secteur éducation et se veut rassurant. En effet, le taux d'alphabétisation des enfants récemment communiqué par l'UNICEF daterait d'études effectuées en 2018. Reportage de Mian Tarangenef. Le ministre de l'Éducation a assuré que le redressement et l'amélioration du secteur éducation fait partie de ses préoccupations, surtout après le taux d'alphabétisation des enfants annoncé par l'UNICEF, un chiffre assez préoccupant mais qui daterait d'études menées en 2018. L'UNICEF travaille ici depuis de nombreuses années. Ils ont leur propre opinion sur le secteur de l'éducation. Le chiffre qu'ils ont sorti date des statistiques de l'année 2018. On sait tous que des améliorations doivent être faites. Le gouvernement a déjà agi en ce sens. Toujours selon la ministre, de nombreux éléments font l'objet de ces améliorations. Il n'est pas seulement question d'infrastructure. Nous sommes actuellement en plein redressement du secteur éducatif, à commencer par le remodélage de la loi d'orientation qui est à la base de l'éducation. On compte également rendre la décentralisation plus effective, en confiant notamment leur budget aux services territoriaux décentralisés, comme les AP, les Cisco ou les DREN. L'amélioration de la politique enseignante ou encore la refonte du système éducatif font partie, entre autres, des pistes considérées par le ministère.
Et sur un tout autre sujet, les opérateurs touristiques se disent inquiets des répercussions du variant Delta sur la réouverture des frontières. Des mesures sont jugées nécessaires afin de ne léser personne. Le ministère de la Santé publique a quant à lui assuré qu'il étudiait déjà toutes les pistes afin d'empêcher la présence du variant Delta à Madagascar. Reportage. Le variant Delta du coronavirus est déjà présent dans la zone océan Indien. 3 cas ont été rapportés à l'île Maurice, tandis que 28 autres ont été identifiés à La Réunion. Les opérateurs touristiques ont fait part de leur inquiétude. En effet, ils estiment que la présence du variant Delta pourrait impacter la réouverture des frontières et par extension le retour des touristes. Effectivement, le variant Delta est déjà à côté, dans les îles voisines, dans d'autres pays dits forts comme la Russie et les autres. Il y a une crainte, certes, oui, mais on espère que les frontières vont s'ouvrir quand même avec une prise de décision de mesures drastiques par rapport à la sécurité sanitaire à l'arrivée des clients et aussi pour la population malgache. C'est certes, comme je viens de dire tout au début, que le variant Delta n'est pas quelque chose à sous-estimer parce qu'on doit vivre avec le virus, quoi qu'il advienne, que ce soit le variant alpha, bêta ou delta, ça va continuer, mais il faut avoir une bonne politique de sécurité sanitaire pour tout le monde. Selon l'association, l'État devrait prendre des mesures afin de ne pas mettre à mal encore plus le secteur touriste et afin de protéger la population. Les acteurs du tourisme se disent déjà prêts à se conformer aux protocoles sanitaires et à former leur personnel. Effectivement, il y a déjà une formation qu'on est en train de faire, d'organiser avec le ministère du Tourisme et du Transport et de la Météorologie et aussi l'Office national du tourisme de Madagascar. Qui vont nous donner une version pas raffinée, mais plus dure encore par rapport à pour qu'on puisse être prête à accueillir en fait, les clients qui vont arriver d'ici 15 jours. Donc, on est prête. De son côté, lors de la rencontre du gouvernement avec les députés, le ministre de la Santé publique a annoncé avoir déjà commencé à explorer les pistes de solutions afin d'empêcher l'entrée du variant Delta sur le territoire malagasy. Nous sommes encore en pleine lutte anti-Covid. Nous suivons de très près l'évolution de la situation sanitaire au niveau mondial, surtout les 85 pays où le variant Delta a été dépisté. En plus du variant Delta+, nous sommes en pleine expectative et nous nous tenons prêts dans l'éventualité où le variant Delta réussirait à entrer. Selon les dernières découvertes, le variant Delta indien est 60% plus contagieux que le variant alpha anglais. Un variant Delta Plus a également fait son apparition. Quoi qu'il en soit, les dispositions du gouvernement quant à la réouverture des frontières devraient être annoncées en fin de semaine. Et toujours sur ce sujet, 8 nouveaux cas de Covid sur 645 tests effectués et 16 guérisons sont enregistrés au pays le 5 juillet 2021. 45 cas graves sont actuellement en traitement et depuis mars 2020, 927 personnes ont succombé à la maladie à Madagascar. Et avant de passer aux actualités internationales, le Parti communiste chinois est un modèle sur plusieurs plans. Célébrant actuellement ses 100 ans, le parti est considéré comme l'un des tenants du développement spectaculaire de la Chine. Reportage de Unasen. Le Parti communiste chinois célèbre accueillement son centenaire, fondé en 1921, puis arrivé au pouvoir en 1949. Le parti a la particularité de vouloir agir pour le bien commun. C'est le plus grand acteur de la scène politique chinoise et est présent à tous les niveaux de la vie du pays.
Cette célébration, qui voit la participation de 160 pays, a été l'occasion pour Xi Jinping, président de la République populaire de Chine et secrétaire général du parti, de faire honneur au modèle chinois. Une visioconférence a été organisée ce jour à Yvange dans le cadre de la célébration du centenaire du parti. Des représentants des partis politiques malagasy comme l'IRD, Malagasy Miaramieng ou Niavan y ont assisté. Les participants à la visioconférence ont fait remarquer les nombreuses leçons que la politique malagasy peut tirer du Parti communiste chinois. Le Parti communiste chinois est un modèle à suivre. Le parti célèbre ses 100 ans. Il est conscient que le parti a des responsabilités pour ce qui est de l'amélioration des conditions de vie de la population. La voix du peuple a beaucoup de poids dans un pays. Le parti politique a son temps et a énormément contribué au développement de son pays. À Madagascar, les partis sont occupés à batailler entre eux, ce qui est très pénalisant. Si chacun était conscient de son rôle et de son devoir, nous aurions pu déjà être un pays développé. Pour ce qui est du Parti communiste chinois, c'est un véritable prodige. Il est autonome et a fait de la Chine une puissance mondiale. Dans son allocution, le secrétaire général du parti et actuel président chinois Xi Jinping a réaffirmé la volonté de coopération de la Chine avec les autres pays afin d'aider au développement. Il a également partagé la volonté de son pays de participer à l'effort dans la lutte anti-Covid, notamment en facilitant l'accès à la vaccination aux pays pauvres. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Le nombre de contaminations au coronavirus devrait encore augmenter pendant 2 semaines en Indonésie avant de diminuer sous l'effet des mesures de restriction imposées samedi 3 juillet à quelques 100 millions d'habitants, a déclaré le gouvernement indonésien. Reportage de France 24. C'est à celui qui arrivera le premier dans cette station de distribution d'oxygène. Certains ont prévu de remplir des dizaines de bouteilles. D'autres ne peuvent en prendre qu'une seule. Une course contre la mort pour ses proches de malades du Covid. J'avais l'habitude de faire le plein dans un kiosque près de chez moi, mais il n'y a plus rien, alors je suis venu ici. Je fais la queue depuis 8 h du matin, je dois remplir ces 2 réservoirs. Combien ça coûte ? 30 000 roupies par bouteille. Pour qui est l'oxygène ? C'est pour ma mère qui est en quarantaine à la maison. C'est bien souvent à domicile que les malades décèdent, parfois sans avoir été examinés. Car les hôpitaux, saturés, refusent les nouveaux patients. Les autorités ont pourtant demandé aux fournisseurs d'oxygène d'alimenter les établissements de santé en priorité. En moins d'1 mois, l'Indonésie a vu son nombre de cas quotidiens plus que quadruplé. 29 745 cas enregistrés ce lundi et 558 décès. Dans ce champ transformé en cimetière, plus de 200 personnes sont enterrées chaque jour. Ma mère a été enterrée dans un cercueil. Nous, en tant que musulmans, nous devons être enterrés directement dans le sol. Mais je ne pouvais rien faire. L'hôpital a tout arrangé. L'Indonésie, qui utilise déjà beaucoup d'oxygène pour l'industrie minière, pourrait en importer dans les prochains jours, a prévenu le gouvernement. Et après une édition 2020 annulée pour cause de crise sanitaire, le 74e Festival de Cannes déroule son tapis rouge du 6 au 17 juillet sur La Croisette. Ce nouveau festival gardien d'un cinéma d'auteur ambitieux et exigeant offre une édition qui se veut haut de gamme. Reportage de France 24. The French Dispatch de Wes Anderson, Trépiani de Nanni Moretti, Annette de Léos Carax ou encore Les Olympiades de Jacques Audiard. Voici un aperçu des films en lice pour la Palme d'Or. 24 films en tout, dont 7 français, ce qui s'explique selon le délégué général du festival.
Je trouve que le cinéma français, cette année, est très riche. La production de films n'a quasiment pas ralenti pendant l'épidémie et c'est presque 1 an et demi, presque 2 ans de production qu'on a eu à examiner. Donc on en tient compte. Les Américains, comme vous le savez, ont moins tourné. En revanche, le cinéma français, le cinéma israélien, le cinéma russe, qui sont des cinémas très actifs, eh bien la sélection en porte la trace. Une sélection très internationale pour une édition estivale inédite. Pandémie oblige, le festival qui se tient habituellement en mai a été décalé. Alors que la situation épidémique s'améliore en France, les organisateurs espèrent attirer davantage d'invités et de public dans le respect des mesures sanitaires. Il y aura un laboratoire biologique à disposition et il sera demandé aux festivaliers de se faire tester toutes les 48 heures. Tout le monde est attentif avec la volonté d'avoir le plaisir du cinéma, mais aussi de montrer que ce premier événement mondial culturel qui a lieu post-pandémie se déroule dans des conditions qui n'aient aucune, ou en tout cas un minimum, et j'espère bien aucune, conséquence négative. Le festival doit encore annoncer la composition du jury, présidé par le New-Yorkais Spike Lee. Il se réserve aussi la possibilité d'ajouter d'ici juillet d'autres films à sa sélection. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir.